Carl Jung a découvert une vérité. Une vérité qui, encore aujourd'hui, est difficile à accepter pour beaucoup de victimes de manipulation. Il a mis en lumière un piège psychologique si sophistiqué qu'il transforme la victime en principal défenseur de celui qui lui fait du mal. Je ne parle pas ici des situations où l'on défend quelqu'un par peur, je parle de quelque chose de beaucoup plus perturbant, des situations où la victime croit sincèrement que son agresseur est incompris, où elle invente des justifications élaborées pour des comportements que n'importe quel observateur extérieur jugerait clairement préjudiciables, où elle attaque ceux qui tentent de la mettre en garde contre la toxicité de la relation. Jung appelait ce mécanisme l'une des prisons les plus parfaites qui soit, parce qu'elle n'a pas de barreaux visibles, les murs sont mentaux et la victime ignore même qu'elle est enfermée. Aujourd'hui, nous allons démonter complètement ce piège. Vous allez comprendre les 4 phases qui vous mènent à défendre celui qui vous blesse. Vous allez découvrir les signaux qui indiquent que vous êtes pris au piège dans ce mécanisme. Et vous allez apprendre comment Jung enseignait à ses patients à se libérer de cette prison psychologique sans se détruire dans le processus. Mais je vous préviens, si vous êtes actuellement dans une relation où vous vous trouvez constamment à justifier le comportement de l'autre personne, ce que vous allez entendre risque d'être extrêmement inconfortable. La vérité l'est souvent. Commençons. La première chose que Jung a établie, c'est que ce mécanisme n'est certainement pas un signe de faiblesse ni de stupidité. Certaines des personnes les plus intelligentes et émotionnellement fortes tombent dans ce piège, parce que ce n'est pas une erreur de jugement, c'est une réponse automatique du psychisme face à une situation qui, autrement, serait insurmontable. Jung l'expliquait ainsi. Quand nous sommes émotionnellement liés à quelqu'un qui nous fait du mal, notre esprit fait face à un conflit dévastateur. D'un côté, la réalité, que cette personne nous blesse. De l'autre, notre attachement émotionnel, notre investissement dans la relation, notre besoin que les choses soient différentes. Ce conflit est si douloureux que l'esprit cherche à le résoudre. Et la manière la plus facile de le résoudre n'est pas de changer la relation, ni de s'éloigner de la personne. La manière la plus facile est de changer la perception de la réalité. Si le problème est que la personne me blesse, mais que je ne peux pas m'empêcher de l'aimer, alors la solution est de me convaincre qu'en réalité elle ne me blesse pas, ou qu'elle a des raisons, ou que j'ai provoqué son comportement, ou que les autres ne comprennent pas sa véritable nature. C'est ce que Jung appelait la distorsion défensive. Et c'est la base de tout le mécanisme que nous allons analyser. La première phase de ce piège est ce que Jung appelait l'investissement émotionnel. Et cela commence bien avant que les dommages ne soient visibles. Tout commence lorsque vous investissez émotionnellement dans une relation ou dans une personne. Cet investissement peut être du temps, de l'énergie, des espoirs, des rêves. Plus vous investissez, plus il devient difficile de reconnaître que l'investissement était une erreur. Jung a observé que les manipulateurs comprennent intuitivement cela. C'est pourquoi beaucoup commencent les relations par ce qu'il appelait une période d'idéalisation. Ils vous font vous sentir spécial. Ils vous font investir massivement dans l'idée que cette relation est unique, différente, destinée à quelque chose de grand. Cet investissement initial est le premier piège. Parce qu'une fois que vous avez tant investi, votre esprit a une forte incitation à protéger cet investissement. Admettre que la personne n'est pas celle que vous croyez signifierait admettre que tout ce que vous avez investi l'a été en vain. Et c'est extrêmement douloureux. Jung a documenté ce schéma chez de nombreux patients. Une femme qui avait quitté sa carrière pour suivre son mari décrivait à quel point il lui était presque impossible de voir ses comportements abusifs. Parce que les voir signifiait accepter qu'elle avait sacrifié des années de sa vie pour quelqu'un qui ne le méritait pas. Une autre patiente expliquait comment elle avait défendu son père narcissique pendant des décennies, parce que l'alternative, accepter qu'elle n'avait jamais eu le père aimant qu'elle méritait, était tout simplement trop dévastatrice. L'investissement émotionnel crée ce que Jung appelait un biais protecteur.
Votre esprit filtre littéralement l'information pour protéger l'investissement. Vous voyez ce qui confirme que la personne est bonne, vous ignorez, minimisez ou réinterprétez ce qui suggère le contraire. Et voici ce qui est crucial. Ce filtre opère de manière inconsciente. Vous ne décidez pas de filtrer, vous ne choisissez pas d'ignorer les signaux, vous ne les voyez simplement pas. Votre esprit les traite et les écarte avant qu'ils n'atteignent votre conscience. La deuxième phase est ce que Jung appelait la normalisation des abus. Cette phase commence lorsque le comportement abusif est déjà évident, mais que votre esprit a trouvé des moyens de le traiter sans remettre en question la personne. La normalisation fonctionne à travers plusieurs stratégies que Jung a documentées avec précision. La première stratégie est la contextualisation excessive. Au lieu de voir le comportement abusif comme quelque chose que la personne choisit de faire, vous le contextualisez avec des excuses. Il est stressé, il a eu une enfance difficile, il ne le pense pas, il traverse une période difficile. Ces contextualisations peuvent être partiellement vraies, mais le problème, c'est qu'elles deviennent des justifications permanentes. Le stress ne se termine jamais, la période difficile ne passe jamais, et vous continuez d'espérer que la vraie personne, la bonne personne que vous savez être là, finira par apparaître. Jung était très direct à ce sujet. Le comportement répété n'a pas besoin de justification externe. C'est la personne. Si quelqu'un vous blesse encore et encore, c'est sa façon de se relationner contigo. Les raisons que vous imaginez pour ce comportement sont des créations de votre esprit pour éviter la douloureuse vérité. La deuxième stratégie de normalisation est la comparaison descendante. Votre esprit cherche des exemples pires pour rendre votre situation acceptable. Au moins il ne me frappe pas, au moins il ne m'insulte pas en public, au moins il rentre à la maison le soir. Cette comparaison est un piège, parce que vous pouvez toujours trouver quelque chose de pire. Il y a toujours quelqu'un qui a plus de difficultés. Mais cela ne rend pas votre douleur moins réelle, ni votre situation moins préjudiciable. Jung observait que les victimes de manipulation devenaient souvent expertes dans la recherche de ces comparaisons, comme si elles avaient besoin de se convaincre constamment qu'en réalité, elles n'auraient pas si mal. La troisième stratégie est l'internalisation de la culpabilité. C'est là que vous commencez à croire que le comportement abusif de l'autre personne est en réalité votre responsabilité. Si je n'avais pas dit ça, si j'étais plus patiente, si je ne l'avais pas provoqué. Cette stratégie est particulièrement dévastatrice parce qu'elle transforme la victime en son propre geôlier. Vous n'avez plus besoin que l'agresseur vous convainque que vous méritez les mauvais traitements. Vous êtes convaincu vous-même. Jung expliquait que cette internalisation a une fonction paradoxale. Elle vous donne une illusion de contrôle. Si le problème, c'est moi, alors je peux le changer. Mais si le problème, c'est l'autre personne, je n'ai aucun pouvoir et cette impuissance est insupportable. Alors, nous choisissons de croire que nous sommes coupables, parce que cette croyance est moins terrifiante que la vérité, que nous sommes dans une relation avec quelqu'un qui choisit de nous faire du mal et que nous n'avons aucun contrôle là-dessus. La troisième phase, c'est ce que Carl Jung appelait l'identification à l'agresseur. C'est peut-être la plus perturbante de toutes, parce qu'elle implique une transformation profonde dans la façon dont vous vous voyez et dont vous voyez l'autre personne. Dans cette phase, vous ne faites plus que justifier le comportement nuisible. Vous commencez à voir le monde à travers les yeux de l'agresseur. Vous adoptez sa perspective. Vous défendez ses positions, comme si c'était les vôtres. Carl Jung a longuement documenté ce phénomène. Il a observé que les victimes, dans cette phase, répètent souvent les mêmes phrases que l'agresseur utilise. Si quelqu'un critique le manipulateur, la victime répond avec les mêmes arguments que le manipulateur utiliserait. C'est comme si la victime avait été colonisée psychologiquement. Sa voix n'est plus complètement la sienne. Elle est mélangée à la voix de celui qui lui fait du mal. Ce phénomène a une explication jungienne profonde.
Lorsque nous sommes dans une relation intensément douloureuse, une façon de survivre psychologiquement, c'est de fusionner avec la source de la douleur. Si je deviens lui, si je vois le monde comme il le voit, alors je ne suis plus sa victime, je fais partie de lui. C'est une stratégie de survie, mais elle a un coût terrible. Vous perdez des parties de vous-même dans le processus. Carl Jung était très clair à ce sujet. L'identification à l'agresseur n'est pas de l'amour, ce n'est pas de la loyauté. C'est un mécanisme de défense qui sacrifie votre identité pour éviter la douleur de voir la réalité. La quatrième phase, c'est la défense active. C'est la phase finale où la victime non seulement justifie intérieurement le comportement de l'agresseur, mais le défend activement face au monde. Dans cette phase, si quelqu'un tente de vous avertir de la toxicité de la relation, vous l'attaquez. Si quelqu'un critique la personne qui vous fait du mal, vous la défendez avec passion. Si quelqu'un vous offre de l'aide pour sortir, vous la refusez et vous vous énervez même. Carl Jung a documenté comment les victimes, dans cette phase, deviennent souvent les gardiens les plus féroces de leur propre prison. Elles éloignent les amis et la famille qui tentent de les aider. Elles s'isolent de toute voix qui contredit la narrative qu'elles ont construite. Et le plus sain perturbant, elles croient sincèrement qu'elles protègent quelque chose de valeur. Elles croient que les autres ne comprennent pas. Elles croient que leur relation est spéciale et que les extérieurs se trompent. Un patient de Carl Jung décrivait comment il avait coupé les ponts avec son meilleur ami de 20 ans parce que cet ami avait osé lui dire la vérité sur sa femme manipulatrice. Des années plus tard, quand il est finalement sorti de la relation, la douleur d'avoir perdu cette amitié était presque pire que la douleur du divorce. Carl Jung observait que la défense active a une fonction spécifique. Elle renforce l'auto-tromperie. Chaque fois que vous défendez l'agresseur devant les autres, vous vous convainquez davantage que vous avez raison. Chaque argument que vous construisez pour les autres est un argument qui renforce votre propre déni. C'est un cycle qui se renforce constamment et c'est pourquoi il est si difficile à briser. Maintenant, je veux vous parler des signes qui indiquent que vous pouvez être piégé dans ce mécanisme, parce que l'une des caractéristiques les plus sades, cruelles de ce piège, c'est que la personne piégée ne sait sincèrement pas qu'elle l'est. Le premier signe, c'est ce que Carl Jung appelait la disproportion défensive. Quand quelqu'un fait un commentaire minimement critique sur la personne qui vous fait du mal, votre réaction est disproportionnée. Vous vous énervez intensément. Vous ressentez le besoin d'expliquer longuement pourquoi ils ont tort. Cette intensité n'est pas une coïncidence. C'est le signe que quelque chose de profond est menacé. Si la critique était simplement incorrecte, vous pourriez la rejeter avec tranquillité. Mais quand votre réaction est intense, c'est parce que la critique touche quelque chose que vous devez protéger désespérément. Carl Jung était très spécifique à ce sujet. La force de la défense révèle la fragilité de la position. Si vous devez autant défendre, c'est parce qu'à un certain niveau, vous savez qu'il y a quelque chose à défendre. Le deuxième signe, c'est l'élaboration de justifications. Si vous vous trouvez constamment à créer des explications pour le comportement d'une autre personne, demandez-vous, sérieux, pourquoi cette personne a besoin d'autant d'explications? Les relations saines ne requièrent pas de justification constante. Vous n'avez pas besoin d'expliquer aux autres pourquoi votre partenaire ou membre de votre famille est une bonne personne. Vous n'avez pas besoin de créer des narratives élaborées sur pourquoi son comportement a du sens. Si vous vous trouvez constamment à expliquer aux autres ou à vous-même pourquoi cette personne agit comme elle agit, c'est le signe que quelque chose ne va pas. Le troisième signe, c'est l'isolement progressif. Si vous avez coupé ou réduit le contact avec des personnes qui ont exprimé leur inquiétude concernant votre relation, demandez-vous pourquoi. Carl Jung observait que l'isolement est rarement soudain.
Il est progressif. Vous cessez d'abord de voir certains amis, puis vous vous éloignez des membres de la famille qui posent des questions inconfortables. Finalement, votre cercle se réduit à des personnes qui ne remettent pas en question la relation. Cet isolement ne se ressent pas comme un isolement. Pendant qu'il se produit, on a l'impression de choisir de passer du temps avec ceux qui nous comprennent et de s'éloigner de ceux qui ne nous comprennent pas. Mais l'effet est le même. Vous vous retrouvez sans voix externes qui peuvent vous offrir une perspective différente. Le quatrième signe, c'est ce que Carl Jung appelait la honte anticipée. C'est quand vous évitez de parler de certains aspects de votre relation, parce qu'au fond, vous savez comment ils sonneraient. S'il y a des choses que l'autre personne fait ou dit que vous ne partageriez avec personne parce que vous avez honte de la façon dont il vous verrait, c'est une information cruciale. Cette honte, c'est votre inconscient qui vous dit que quelque chose ne va pas, même si votre esprit conscient insiste sur le fait que tout va bien. Carl Jung était très direct. La honte de raconter est le signe qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Parce que si vous croyez vraiment que la situation est normale, vous n'auriez aucun problème à la partager. Le cinquième signe, c'est le contraste entre la perception interne et externe. Si les personnes qui vous connaissent bien et qui vous aiment voient quelque chose de très différent de ce que vous voyez, cela mérite sérieuse réflexion. Je ne dis pas que les autres ont toujours raison, mais quand plusieurs personnes indépendantes expriment des préoccupations similaires, quand des amis de différents domaines de votre vie coïncident dans leur perception, c'est un schéma que vous ne devriez pas ignorer. Carl Jung observait que les victimes de ce piège ont souvent l'impression que personne ne comprend, qu'elles sont les seules qui connaissent vraiment l'autre personne. Mais cette sensation d'être le seul qui voit la vérité est précisément l'une des caractéristiques de l'auto-tromperie. Maintenant, passons au plus important. Comment Carl Jung enseignait à ses patients à se libérer de ce piège? La première technique, c'est ce que Carl Jung appelait la confrontation avec la preuve. Cela implique de faire une liste par écrit des comportements spécifiques qui vous ont causé du tort. Pas d'interprétation, pas de contextualisation, des faits concrets. Il m'a dit telle chose à telle date, il a fait telle action à tel moment, il m'a traité de telle manière dans telle situation. Carl Jung demandait que cette liste soit écrite sans justification, sans mais, sans « il était stressé » ou « je l'ai provoqué », seulement les faits. Cette technique est puissante parce que l'esprit peut se tromper lui-même avec des narrations générales. Mais quand vous écrivez des faits spécifiques, il est plus difficile de les ignorer. Les mots écrits ont un poids que les pensées diffuses n'ont pas. Une patiente a décrit, en faisant cette liste, elle a été surprise de sa longueur. Elle pensait que ce n'était que quelques incidents, mais écrits l'un après l'autre, ils occupaient des pages. Voir ça sur papier a été le premier moment où elle a vraiment commencé à remettre en question sa perception. La deuxième technique est la question de l'observateur externe. Jung demandait à ses patients d'imaginer que tout ce qu'ils vivaient arrivait à quelqu'un qu'ils aimaient profondément. Un enfant, un frère, un meilleur ami. Si votre fille, Sophie, venait vers vous et vous décrivait exactement la relation que vous avez, que lui diriez-vous? Si votre meilleur ami, Antoine, vous racontait que sa partenaire le traite exactement comme votre partenaire vous traite, que penseriez-vous? Cette technique fonctionne parce qu'elle désactive les défenses personnelles. Il est facile de justifier les abus envers soi-même. Il est beaucoup plus difficile de les justifier quand vous imaginez quelqu'un que vous aimez dans la même situation. Jung observait que beaucoup de patients s'effondraient émotionnellement en faisant cet exercice, parce qu'ils pouvaient voir avec une clarté absolue ce qu'ils ne pouvaient pas voir quand il s'agissait d'eux-mêmes. La troisième technique est ce que Jung appelait la reconstruction du moi séparé. Cela implique de reconnecter avec des parties de vous-même qui existaient avant la relation. Qu'est-ce que vous aimiez faire avant de connaître cette personne? Quelles opinions aviez-vous que vous avez maintenant abandonnées? Quelles amitiés aviez-vous que vous avez maintenant perdues? Quels rêves aviez-vous qui semblent maintenant oubliés? Cette technique est importante parce que l'identification avec l'agresseur implique une perte d'identité.
En reconnectant avec qui vous étiez, vous commencez à récupérer des parties de vous que la relation vous a fait abandonner. Jung observait que beaucoup de patients décrivaient se sentir comme des étrangers dans leur propre vie. Ils ne reconnaissaient pas en quoi ils étaient devenus. Et cette reconnaissance, bien que douloureuse, était le premier pas vers la récupération. La quatrième technique est la validation externe contrôlée. Cela implique de choisir soigneusement une ou deux personnes de confiance et de leur raconter la vérité complète, sans éditer, sans justifier, seulement la réalité de ce que vous avez vécu. Jung était très spécifique sur l'importance de cette technique. L'auto-tromperie se nourrit du silence. Quand nous verbalisons notre réalité devant des témoins, quelque chose change. Les mots à voix haute ont un poids que les pensées internes n'ont pas. Mais le choix des personnes est crucial. Ce doivent être des personnes qui vous aiment sans agenda caché. Pas des personnes qui vous diront ce que vous voulez entendre. Mais pas non plus des personnes qui vous jugeront. Vous avez besoin de témoins compatissants, mais honnêtes. Un patient a décrit comment il a finalement tout raconté à sa sœur, et comment le simple fait d'écouter ses propres mots, de voir la réaction de quelqu'un qui l'aimait, a brisé quelque chose en lui. La négation qu'il avait maintenue pendant des années n'a pas pu survivre à cette exposition à la lumière. La cinquième technique est la plus difficile et la plus importante, la tolérance de la douleur. Jung savait que la principale raison pour laquelle l'esprit crée ses défenses est pour éviter une douleur qui semble insurmontable. La douleur d'admettre que quelqu'un que nous aimons nous a blessés, la douleur d'accepter que nous avons investi des années dans une relation destructive, la douleur de reconnaître que les signaux étaient là et que nous n'avons pas voulu les voir. Cette douleur est réelle, et Jung ne minimisait pas son intensité, mais il enseignait aussi quelque chose de crucial. La douleur de voir la vérité, bien qu'intense, est finie. On peut la traverser. On peut y survivre. La douleur de maintenir l'auto-tromperie, en revanche, est interminable, parce qu'elle requiert une vigilance constante, une construction permanente, une négation perpétuelle de la réalité. Jung l'exprimait ainsi. La douleur de la vérité vous libère. La douleur de l'auto-tromperie vous maintient prisonnier. Je veux parler maintenant de quelque chose que beaucoup de vidéos sur ce thème ne mentionnent pas. La culpabilité après le réveil. Quand vous sortez finalement du piège et que vous voyez avec clarté ce qui se passait, il est commun de ressentir une culpabilité dévastatrice. Comment je n'ai pas vu ça? Comment j'ai défendu cette personne? Comment j'ai éloigné ceux qui essayaient de m'aider? Jung était très clair sur ce point. Cette culpabilité est une autre façon de vous maltraiter. Vous n'avez pas choisi de tomber dans ce piège. Vous n'avez pas décidé consciemment d'ignorer les signaux. Votre esprit a fait ce que les esprits humains font. Il a essayé de vous protéger de la douleur. D'une façon qui a fini par vous causer plus de tort. Vous culpabiliser pour avoir cédé à un mécanisme inconscient est aussi injuste que de vous culpabiliser pour toute autre réponse automatique du corps. Vous n'avez pas choisi cette réaction, vous l'avez eue. Ce que vous pouvez choisir, c'est ce qu'il faut faire maintenant que vous voyez la vérité. Vous pouvez choisir de guérir. Vous pouvez choisir de reconnecter avec ceux que vous avez éloignés. Vous pouvez choisir d'apprendre de cette expérience pour vous protéger à l'avenir. Jung observait que beaucoup de patients restaient piégés dans la culpabilité postérieure au réveil. Et cette culpabilité pouvait être aussi destructive que la relation elle-même, parce qu'elle les maintenait regardant vers le passé au lieu de vers l'avenir. Si vous êtes dans cet état de culpabilité, je veux que vous compreniez quelque chose. Le fait que vous voyez maintenant la vérité est une preuve de votre force, pas de votre faiblesse. Beaucoup de personnes ne sortent jamais de ce piège. Vous, oui, ça signifie quelque chose. Maintenant, je veux partager quelque chose que Jung a écrit sur ce mécanisme qui, je crois, résume tout ce dont nous avons parlé. Il a écrit « L'esprit humain préférera n'importe quelle fiction plutôt que d'affronter une vérité qui menace son sens de lui-même. Mais la fiction, bien que réconfortante, coûte toujours son prix. » Ce que Jung signale est profond. L'auto-tromperie n'est pas gratuite, elle a un coût.
Et ce coût se paie en fragments de votre identité, en années de votre vie, en relations que vous auriez pu avoir, en la version de vous-même que vous auriez pu être. La vérité fait mal, mais l'auto-tromperie détruit. Si cette vidéo vous a aidé à voir quelque chose que vous ne pouviez pas voir avant, je vous demande de considérer de soutenir avec Super Thanks. Ce contenu requiert une recherche profonde sur les mécanismes psychologiques que Jung a documentés et son application à des situations modernes qui affectent des millions de personnes. Chaque soutien permet de continuer à créer du matériel qui aide vraiment ceux qui sont piégés dans des dynamiques qu'ils ne peuvent pas voir par eux-mêmes. Des personnes qui ont besoin que quelqu'un mette des mots sur ce qu'elles vivent. Le Super Thanks n'est pas seulement un soutien financier, c'est une reconnaissance. C'est une façon de dire « cette information compte ». Continuer à parler de ce que les autres taisent a une valeur inestimable. Et maintenant, je veux te poser une question directe. Y a-t-il quelqu'un dans ta vie, présente ou passée, dont tu as justifié le comportement plus que tu ne l'aurais dû? Quelqu'un dont tu as expliqué les actes aux autres ou à toi-même encore et encore? Quelqu'un dont tu as dit « il n'est pas comme ça » ou « elle ne voulait pas dire ça », alors qu'au fond, tu savais que si il était comme ça et que oui, elle voulait dire ça. Tu n'as pas besoin de donner de nom, tu n'as pas besoin de donner de détails. Commente juste oui si tu reconnais ce schéma dans une relation de ta vie. Parce que parfois, le premier pas pour sortir du piège est simplement d'admettre qu'il existe. Souviens-toi, défendre celui ou celle qui te fait du mal, ce n'est pas de l'amour. C'est un mécanisme de défense. Et les mécanismes de défense, par définition, existent pour te protéger de la douleur, pas pour t'aider à vivre mieux. Carl Jung a passé sa vie à enseigner que la conscience est le premier pas vers la liberté, que tu ne peux pas changer ce que tu ne vois pas, que la vérité, même douloureuse, libère toujours. Aujourd'hui, tu as appris quelque chose de nouveau sur le fonctionnement de l'esprit quand il est piégé, sur les phases qui mènent à défendre l'agresseur, sur les signaux qui indiquent que tu es dans ce piège, sur les techniques pour en sortir. Utilise cette connaissance, pas pour te juger pour le passé, mais pour te protéger à l'avenir. Parce que le piège ne fonctionne que tant que tu ne le vois pas. Et maintenant, tu le vois. Carl Jung l'exprimait avec une phrase qui, je crois, définit tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Tant que tu n'auras pas rendu conscient l'inconscient, il dirigera ta vie, et tu appelleras cela le destin. Le piège de défendre celui ou celle qui te fait du mal opère dans l'inconscient. Mais maintenant, Il est conscient pour toi, et ça signifie qu'il n'a plus le même pouvoir. La prochaine fois que tu te retrouveras à justifier le comportement de quelqu'un qui te blesse, quelque chose en toi se rappellera cette vidéo. Quelque chose en toi demandera « Est-ce que je vois la réalité ou est-ce que je protège une fiction ?» Et cette question, cette petite pause avant de continuer avec l'auto-tromperie automatique, peut être le commencement de ta liberté. Ne laisse pas le piège continuer à fonctionner maintenant que tu connais son mécanisme. Ne laisse pas ton esprit te convaincre que ta situation est différente, que la personne qui te fait du mal a réellement des raisons, que toi, tu comprends ce que les autres ne peuvent pas voir. Parce que c'est exactement ce que le piège veut que tu penses. La vérité est souvent inconfortable. Parfois, elle est dévastatrice. Mais toujours, elle est le seul chemin vers la liberté réelle. Carl Jung a dédié sa vie à aider les gens à voir ce qu'ils préféraient ne pas voir. Et ce qu'il a découvert encore et encore, c'est que la douleur de la vérité, bien qu'intense, est temporaire. Mais la douleur de la fiction, bien que subtile, est permanente. Choisis la douleur qui se termine. Choisis la vérité. Et souviens-toi, si tu lis ceci et que tu reconnais le piège dans ta propre vie, tu as déjà fait le premier pas. La négation totale ne permet pas la reconnaissance. Le fait que tu puisses voir, même partiellement, signifie qu'une partie de toi est déjà prête pour la vérité. Écoute cette partie, fais confiance à cette partie. Laisse cette partie te guider hors de la prison que ta propre esprit a construite. Parce que la porte a toujours été ouverte. Tu avais juste besoin de voir qu'elle existait. On se retrouve dans la prochaine vidéo.